Bonjour, je m'appelle Delaranor, et le mois dernier, ma sœur a essayé de me voler ma maison. Elle n'est pas entrée par effraction avec un pied de biche. Elle a utilisé des gâteaux, des compliments et une liste d'invités où mon nom ne figurait pas. Et tout a commencé par un simple SMS. Le message est arrivé juste après le lever du soleil, alors que le lac devant la fenêtre de ma cuisine était encore une nappe de verre intacte. La brume flottait sur l'eau comme un secret trop têtu pour s'effacer. J'étais là, en robe de chambre, versant de la crème d'avoine dans mon café, quand mon téléphone a vibré 2 fois contre le comptoir en granit. Le nom a illuminé mon écran comme un vieux bleu sur lequel on appuie trop fort. Velora. Salut Frangine. Je peux utiliser la villa pour mon anniversaire? Juste une nuit, je te jure. Seulement quelques amis. Je promets de laisser l'endroit impeccable. Je l'ai relu 3 fois. À chaque lecture, la même sensation d'oppression m'a serré la poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni de la colère. C'était quelque chose de plus vieux, de plus silencieux. Ce genre de douleur qui ne s'annonce pas avec des bords tranchants, mais qui s'installe simplement, comme l'humidité dans les poumons. J'ai verrouillé l'écran et me suis retourné vers le lac. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas juré. Je suis resté là, immobile comme l'eau à l'extérieur, attendant que le malaise passe. Il n'est pas passé. Parce qu'avec Velora, juste une nuit, ne signifiait jamais une nuit. Une faveur de sa part n'était jamais une transaction. C'était une audition silencieuse, un test pour voir combien d'espace j'étais encore prête à lui céder et quelle part de moi j'étais prête à effacer dans le processus. Le café avait un goût fade. Je l'ai bu quand même, debout dans le silence de la maison que j'avais construite de mes propres mains. Chaque recoin portait la marque de mon travail. La fissure sous le tapis près du réfrigérateur, cachée maintenant, mais je m'en souvenais. J'avais posé ce carrelage moi-même après le tremblement de terre du printemps dernier. Les articulations écorchées, les genoux enflés. Personne n'avait proposé son aide. C'était ça, le problème quand on est la plus forte. On devient invisible. Mon téléphone a sonné à nouveau. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était, maman. Je l'ai laissé vibrer encore une fois avant de répondre. Allô maman. Bonjour, ma chérie, dit-elle, d'une voix sirupeuse et chaleureuse. Est-ce que Velora t'a contacté? Droit au but. Pas de bavardage, pas de faux semblants. Je n'ai rien dit. Elle traverse une mauvaise passe. Tu sais, son bail a été résilié. Ce petit ami, enfin, tu sais comment elle est. La pauvre. Toi, par contre, tu t'en sors si bien. Et cette grande maison pour toi toute seule. J'aurais pu dire, j'ai mérité cette maison. J'aurais pu dire, ma solitude aussi. J'aurais pu lui rappeler que je n'avais pas demandé de compagnie depuis des années. Mais au lieu de cela, j'ai dit, je vais y réfléchir. Oh, bébé, tu as toujours été la plus forte. Velora est juste, elle n'est pas bâtie comme toi. C'était là, le compliment déguisé en comparaison, le couteau enveloppé dans du velours. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Si j'étais restée, elle aurait fini par me porter d'autres coups au son si doux. Je connaissais trop bien ce rythme. Féliciter Velora d'avoir survécu à son chaos, puis me féliciter d'avoir survécu à Velora, comme s'il s'agissait de prouesses égales. Le reste de la matinée, j'ai erré dans ma propre maison comme une étrangère, les yeux scannant des détails que j'ignorais d'habitude. La trace sur la rampe en verre. La façon dont la lumière frappait les cadres dans le couloir. Chaque croquis était un morceau de mon passé, des bleus, des élévations, des dessins architecturaux de cette villa même. Le rêve qui n'avait autrefois vécu qu'en crayon et sur vélin. À 36 ans, j'avais passé mon dernier anniversaire à travailler. Pas de gâteau, pas d'appel, juste moi et un modèle 3D d'un balcon en porte-à-faux qui refusait de tenir l'équilibre. Cette même semaine, Velora était arrivée sans prévenir, pleurant sur mon canapé à cause d'une relation sans lendemain. Elle était repartie 2 jours plus tard avec la moitié de mes serviettes et tout mon lait d'amande. Pas d'excuses, pas de merci, juste la trace ténue de son parfum et le silence d'un frigo vidé. Ce soir-là, je suis allée dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Son SMS brillait encore sur l'écran, emoji et tout, comme un clin d'œil d'une version plus jeune d'elle-même. Celle que je suivais partout dans des suites trop grands, désespérée d'être remarquée. D'accord, juste une nuit, j'ai envoyé. Non pas parce que je la croyais, mais parce que je le savais déjà. Dire non me coûterait plus cher que de dire oui. 4 jours passèrent, des jours calmes. Puis l'email est arrivé. Objet, plan final de l'événement. C'était le genre de titre qui suppose que les décisions ont déjà été prises. Je l'ai ouvert. Il y avait des rendus, des pages entières.
Des pyramides de champagne, une scène surélevée pour de la musique live, une structure de tente en verre s'étendant sur toute l'arrière-cour englobant la terrasse de la piscine, des guirlandes lumineuses et une esthétique soignée. Des brassereaux, des espaces lounge, des cocktails signature. Ce n'était pas une petite fête d'anniversaire. C'était un événement. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Mon nom n'apparaissait nulle part. Mais dans le coin inférieur du dépliant, en italique gris élégant, cette ligne me fixait, propriétaire, Velora Montraux. Pas la reine de la soirée, pas invité d'honneur. Propriétaire. Je l'ai lu 3 fois. Le mot est tombé comme une gifle, rapide, net, froid. Je n'avais pas approuvé de liste d'invités. Je n'avais même pas précisé combien de personnes pouvaient venir. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais déjà été effacé. Velora n'avait pas emprunté ma maison, elle l'avait revendiquée. Et je savais, avant même de fermer l'ordinateur, qu'il ne s'agissait pas d'une fête. Ça ne l'avait jamais été. C'était un message, une déclaration, un test de territoire masqué en célébration. Et moi, Delara, je venais d'échouer au test en l'acceptant. Je me suis appuyé contre mon fauteuil et j'ai fixé le plafond, traçant la fissure capillaire dans le plâtre, celle que je n'avais pas encore rebouchée, celle qui me rappelait que peu importe la solidité des fondations, la pression finit par trouver la faille. Et Velora ? Velora savait exactement où appuyer. Le matin de la fête sentait la pluie qui ne vient jamais. L'air du désert retenait son souffle, et moi aussi. Je me suis garée à un pâté de maison, mon café encore à moitié plein, car je ne savais pas si j'allais assister à une célébration ou à un vol. De l'extérieur, ma villa paraissait inchangée, des lignes épurées, du stuc pâle, un reflet de calme. À l'intérieur, j'entendais déjà des rires qui ne m'appartenaient pas. Le premier pas franchi fut comme entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Mes pieds nus ont rencontré le marbre froid au lieu du tapis que j'avais choisi l'automne dernier. Les bougies aux agrumes que j'aimais avaient disparu, remplacées par quelque chose de floral et de sucré. Le genre d'odeur qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Je me suis figée dans le couloir. Mes photos de famille manquaient. Chaque cadre qui ornait autrefois la table d'entrée, ma remise de diplôme, la vieille partie de pêche de papa, même celle de maman nous tenant toutes les deux quand nous étions enfants, avaient disparu. À leur place, un grand miroir doré était appuyé contre le mur, captant mon reflet et les rires de quelqu'un d'autre derrière moi. Je me suis retournée. Le salon était méconnaissable. Les meubles avaient été réorganisés en salon de style lounge. Des ballons blancs et dorés pendaient du plafond. Une enseigne au néon au-dessus de la cheminée brillait en lettres cursives, la nuit de Velora. Mes coussins brodés, des heures de travail méticuleux, avaient été jetés dans un placard à linge maintenant rempli de matériel de traiteur. Les initiales brodées dépassaient, comme pour me rappeler que j'existais encore quelque part, en marge. Ça sentait comme elle, huile de lavande, champagne, cet étrange mélange de chaos et d'assurance. Mais surtout, ça sentait ce genre de certitude que seule Velora possédait, la certitude que le monde lui ferait de la place, même si elle devait pousser quelqu'un dehors. Je me suis avancée plus loin. La poterie de ma grand-mère, la bleue provenant de sa succession, n'était plus sur la cheminée. Je l'avais gardée là depuis le jour de mon emménagement. C'était la première chose que j'avais déballée et la dernière chose que j'aurais imaginé voir bouger. À sa place pendait une photo encadrée brillante. Velora dans une robe à paillettes entourée de gens que je ne reconnaissais pas. La légende en dessous, en lettres d'argent, célébration de Velora Montraux, vie, lumière, héritage. Heritage. J'ai failli rire. Sur le comptoir trônaient des dépliants de l'événement, épais et glacés. Pas une seule mention de moi. Pas de « organisé par », pas de « merci à », juste le domaine privé de Velora. J'en ai pris un et l'ai retourné. Le logo d'un organisateur d'événements local brillait dans un coin. Je le connaissais, haut de gamme, hors de prix. Elle n'avait même pas demandé à utiliser mon espace avant de signer le contrat. Le bruit de verre qui s'entrechoque m'a fait sursauter. Une jeune femme, d'une vingtaine d'années, s'est précipitée vers moi avec un porte-bloc. Elle semblait nerveuse, comme si on lui avait dit de ne pas parler à moins qu'on ne lui adresse la parole. Madame Velora voulait une lumière chaude pendant son discours, dit-elle en parcourant sa liste. Serez-vous à ses côtés pendant le toast? Discours? Ai-je demandé trop bas? Son stylo s'est arrêté net. Elle ne vous l'a pas dit? J'ai secoué la tête. La jeune fille a bafouillé quelque chose à propos de vérifier avec le coordinateur et s'est éclipsée, ses chaussures grinçant contre le carrelage poli qui m'appartenait. Je suis restée là, essayant de me souvenir du moment où j'avais accepté tout cela, quand j'étais passée de propriétaire à figurante. Peut-être que cela s'était produit lentement,
chaque faveur, chaque petite capitulation, jusqu'à ce qu'il ne reste de moi que l'espace qu'elle occupait. Je sentais la musique monter dans la pièce d'à côté. Les invités commençaient à arriver en avance. Une vague de parfums et de bavardages m'est parvenue. J'ai reconnu quelques voix. Elle est tellement généreuse, disait maman, de laisser Velora utiliser l'endroit pour son grand jour. Laisser. Comme si j'avais ouvert la porte avec un sourire et tendu ma maison avec une révérence. Un souvenir a surgi, vif et tranchant, mon 18e anniversaire. Pas de ballon, pas de musique. Un cupcake de station-service posé dans le frigo avec un mot collé sur le couvercle en plastique. N'oublie pas d'éteindre le four. Maman travaillait en double poste. Velora, qui avait 12 ans à l'époque, avait mangé la moitié du gâteau avant mon retour. Je suis allée à la cuisine. Mes mains ont tracé le bord du comptoir que j'avais conçu moi-même. Chaque courbe, chaque coupe avait une histoire. Le marbre était importé, j'avais économisé pendant des mois. Je pouvais presque entendre mon « moi » plus jeune expliquer sa vision à l'entrepreneur. Simple, intemporel, construit pour durer. Mais maintenant, même l'air semblait emprunté. Le coordinateur de l'événement, un homme dans un costume trop serré aux épaules, m'a jeté un regard. « Pouvez-vous garder les invités hors de la cuisine, s'il vous plaît ? Nous préparons pour les traiteurs. »« J'habite ici, » ai-je dit calmement. Il a cligné des yeux, confus, puis a hoché la tête comme s'il ne me croyait pas. « Bien sûr, madame. Autant pour moi. » Je n'étais pas en colère, pas encore. La colère viendrait plus tard, nette et tranchante. Pour l'instant, je me sentais juste invisible. Je suis retournée dans le couloir et me suis glissée dans mon bureau, la seule pièce qui n'avait pas encore été envahie. Mon ordinateur portable était sur le bureau là où je l'avais laissé. L'écran brillait faiblement avec des emails non lus. J'ai cliqué sur le message original de Velora. Rien sur un discours. Rien sur un traiteur, des photographes ou une scène. Puis mon regard a été attiré par l'onglet ouvert du navigateur dans le coin. Une page de marketing, Velora Montereau vous invite dans son domaine. Ma gorge s'est serrée. J'ai fait défiler. Des photos de ma villa, prises sur ma page de réseaux sociaux, renommée à son nom. Une notification a retenti, un autre SMS de maman, « Sois gentil aujourd'hui. » C'est son moment. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ce n'était pas seulement une fête, c'était la répétition d'une disparition. Les invités ont commencé à applaudir depuis la terrasse, et le son s'est répercuté à travers les murs comme le tonnerre. J'ai fermé mon ordinateur, éteint les lumières et me suis appuyée contre le bureau. La pièce sentait légèrement la poussière et le café, une odeur familière, encore à moi pour l'instant. Je ne savais pas quand j'avais perdu le droit de décider qui franchissait ma porte d'entrée ou qui pouvait appeler cet endroit son foyer. Mais je savais une chose, au moment où j'étais entrée, j'étais déjà une invitée dans ma propre vie. Le son des rires flottait dans le couloir comme un parfum, léger, coûteux et étouffant. Je me tenais dans l'ombre de l'embrasure du garde-manger, invisible, comme je l'avais toujours été dans cette famille. À travers l'entrebâillement du rideau, je regardais des gens que je n'avais jamais rencontrés siroter du champagne sous mon toit. Leurs verres captaient la lumière chaude qui coulait des luminaires que j'avais moi-même dessinés. Chaque ampoule tamisée à la perfection pour les photos. Velora se tenait au centre de la foule, rayonnante dans ses paillettes, le bras passé sous celui de maman. Elle ressemblait à des reines saluant leur cour. Un invité près de la cheminée a levé son verre. « Velora, cet endroit est tout simplement incroyable. Est-ce que tu l'as conçu toi-même » Elle a souri, ce sourire lent et calculé qu'il avait sorti de plus de pétrin que je ne pouvais en compter. « On pourrait dire que c'est une manifestation, » a-t-elle répondu. Pas un mensonge, pas la vérité. Juste assez pour laisser tout le monde supposer qu'elle avait bâti quelque chose de digne d'admiration. Le tapis que j'avais acheté après mon premier contrat en solo n'était plus là, roulé et caché quelque part. La poterie de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait léguée spécifiquement à moi, s'était volatilisée. Une enseigne au néon était désormais accrochée au-dessus de la cheminée, rose et cursive, et plan Havre. J'ai senti les mots presser mes côtes comme un bleu. Le Havre de Velora. Je n'avais pas de Havre, j'avais un prêt immobilier. Je me suis avancée dans la pièce, assez discrètement pour ne déranger personne. Les invités se déplaçaient autour de moi sans me remarquer. L'air sentait le parfum cher et l'ambition. Ça sentait comme elle. Maman a croisé mon regard à travers la foule, mais n'a pas fait signe. Elle s'est détournée rapidement, riant à une remarque d'un des voisins. Pendant un instant, je me suis demandé si elle ressentait ne serait-ce qu'une étincelle de honte. Mais non, elle avait toujours cru que je pouvais me débrouiller seule. La plus forte, la fiable, celle qui n'avait pas besoin de place à table parce qu'elle était trop occupée à la nettoyer.
Un souvenir a fait surface. Velora a 10 ans, tenant mon trophée de science devant sa classe, affirmant que nous avions construit le projet ensemble. Le professeur avait souri. La classe avait applaudi. Je n'avais pas dit un mot. À l'époque, je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance, qu'un jour, la vérité éclaterait d'elle-même. C'était avant que j'apprenne à quel point il est facile de réécrire une histoire quand personne ne se bat pour qu'elle reste juste. Je me suis dirigée vers la cuisine où le personnel de traiteur s'activait autour de plateaux d'amuse-gueule. Ils portaient des t-shirts noirs assortis avec une inscription argentée au dos, équipe V. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'un d'eux me remarque. « Oh, pardon, madame », dit-il rapidement. « Réservé au personnel au-delà de ce point. »« J'habite ici », ai-je répondu, la voix basse. Il a cligné des yeux, incertain. « Bien sûr, autant pour moi. » Il s'est détourné, m'oubliant déjà. Chaque recoin de ma maison portait désormais ses empreintes. Même la climatisation avait été baissée de quelques degrés, trop froid, comme elle l'aimait. La douleur n'est pas venue comme un coup de poignard. Elle est venue comme un fil de fer se serrant autour de ma gorge. Lentement, précisément, délibérément. Une jeune femme avec un casque est apparue à mes côtés, la voix vive et désolée. « Excusez-moi. Pourriez-vous vous décaler un peu vers la gauche pendant la séance photo ? Madame Velora ne veut pas que la cuisine soit visible sur les photos. » Je l'ai fixée. Je ne fais pas partie du personnel. Elle s'est figée, les joues rouges. « Oh » dit-elle. Tous ceux qui se tenaient ici faisaient partie de l'équipe. J'ai hoché la tête une fois et me suis écartée. Mon silence pesait plus lourd que n'importe quel argument. J'avais passé des années à crier dans un vide qui ne me renvoyait que de la responsabilité. Ce soir, j'allais laisser leur bruit remplir l'espace. Je le réclamerai plus tard, calmement, complètement. Je me suis dirigée vers mon bureau. La porte a grincé juste assez pour me laisser me glisser à l'intérieur. La lampe de bureau éclairait des piles de courriers, intactes. Ma chaise avait été légèrement décalée, comme si quelqu'un s'y était assis. Sur le siège se trouvait un programme imprimé. En haut, en lettres grasses, célébration du domaine privé de Velora Montreux. Le titre s'est brouillé un instant. Mes yeux ont suivi les lignes de l'itinéraire, cocktail, discours, toast, séance photo. J'ai tourné jusqu'à la dernière page et je l'ai vu là, souligné, séance photopresse. Projet de légende, la bosse dans son domaine de rêve. Boss. Domaine de rêve. J'ai lâché un petit rire qui ressemblait davantage à un soupir. Mes doigts ont effleuré le papier, sentant la légère empreinte de l'encre. Je l'imaginais en train de répéter sa pose devant le miroir, tête inclinée, sourire répété. Dehors, j'entendais le compte à rebours commencer pour le toast. 3, 2, 1. Les applaudissements ont éclaté à nouveau à travers les murs, suivis du clic des appareils photo. Je suis allé à la fenêtre, regardant à travers la vitre Velora lever son verre bien haut, le visage rayonnant sous les guirlandes lumineuses. Sa voix résonna clairement, cet endroit représente tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai seulement ressenti un calme froid et constant, celui qui précède l'éclatement de l'orage sur une terre aride. Elle souriait à la caméra, toute dents dehors et triomphante. Et j'ai souri aussi, silencieusement, lentement, puissamment, pour l'orage qui arrivait. Quand la dernière voiture a quitté l'allée, le silence a planté ses crocs. Ce n'était pas seulement calme, c'était une sorte d'absence, un creux. Le genre de silence qui résonne plus fort que n'importe quelle voix. Le genre qui observe, qui juge. La villa était à nouveau sombre et sans vie, dépouillée de rire, de parfum et d'une fausse chaleur. Mais elle ne me semblait pas mienne. Pas encore. Pas après ce que j'avais entendu. Pas après ce que j'avais vu. Les sols brillaient encore, polis par la serpillière du traiteur. L'air gardait une odeur de champagne et de rose fanée, heurtant l'étendue froide et vide de mon couloir. Je suis resté là un moment, pieds nus sur la pierre importée, fixant les restes d'une nuit qui ne m'appartenait pas au départ. Une fête pour Velora. Une célébration de quoi ? De sa dernière tromperie. Dans la cuisine, des verres à moitié vides miroitaient encore de bulles plates. Des serviettes tachées de rouge à lèvres. Un talon abandonné, comme si Cendrillon s'était enfui ivre. J'ai versé le reste du champagne dans l'évier. Il a pétillé faiblement en disparaissant dans la canalisation. L'odeur me rappelait son rire, léger et charmant en surface, gâté en dessous. J'ai pris la télécommande. L'écran au-dessus du frigo s'est allumé. D'un seul bouton, le système intelligent a ouvert le flux des caméras de sécurité. Je me suis dirigé vers l'arrière du garde-manger, vers la petite pièce que personne ne voyait jamais.
Pas de fenêtres, pas de décoration, juste des murs de moniteurs bourdonnant de leur jugement silencieux. C'était là que j'allais quand je ne voulais plus rien ressentir, juste des faits, des images, des chronologies. Je me suis assise et j'ai commencé à rembobiner, image par image, seconde par seconde, jusqu'à ce que je les trouve. Là, la cuisine, après le départ de tout le monde. Maman et Velora. Le rouge à lèvres de maman était étalé, ses perles légèrement de travers. Elle faisait tournoyer ce qui restait de son verre, comme si elle en évaluait la valeur. Velora était assise à côté d'elle, suffisante et lisse, faisant tourner une fourchette entre ses doigts, comme si cela faisait partie d'une performance. « Fais-la culpabiliser, bébé », a dit maman. Sa voix n'était pas dure, elle était tendre. Tu sais comment elle est. Elle ne ripostera pas si elle pense qu'elle te blesse. Velora a ri, d'un rire léger et cruel. S'il te plaît. Elle n'a aucune volonté. Elle a toujours été comme ça. Sans colonne vertébrale. Autrefois, ces mots m'auraient entaillé comme une lame. Mais maintenant, il m'aiguisait comme une pierre à faux sur de l'acier. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. Je les ai regardés siroter du champagne que j'avais acheté, dans une cuisine que j'avais construite, dans une maison pour laquelle elles n'avaient jamais rien apporté, complotant, manipulant. M'utilisant comme si j'étais un fardeau qu'elles devaient tolérer jusqu'à ce qu'elles puissent enfin m'écarter. J'ai cliqué sur enregistrer, sur le clip et je l'ai étiqueté pièce à conviction A. La partie juridique en moi, longtemps enterrée sous la loyauté et les traumatismes, s'est réveillée avec appétit. Le moniteur a clignoté à nouveau, une notification pour un courrier transféré de mon ancienne boîte postale. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. À l'intérieur du scan numérique se trouvait un document légal scellé par le greffier du comté, accord d'intention de propriété partagée. J'ai cligné des yeux. Mon nom figurait à côté de celui de Velora, entrelacé dans le genre de police élégante utilisé pour les invitations de mariage et les fonds fiduciaires. Je me suis figé, puis j'ai zoomé. Ce n'était pas ma signature. Les boucles du D étaient trop molles, le R mal recourbé, la pression était inégale. Mais le sceau du notaire? Il était réel. Déposé et daté d'il y a 2 semaines. Velora l'avait encore fait. Elle avait imité ma signature comme elle le faisait au lycée sur les autorisations de sortie, comme elle le faisait à l'université sur mes demandes de prêt, comme elle le faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Et elle voulait toujours tout. J'ai fixé le document, l'audace de la chose, la violation. Elle voulait s'approprier cette maison légalement, pas seulement voler la lumière de mes bougies d'anniversaire. Elle voulait le toit, les murs, l'acte de propriété. Et elle pensait que je ne me battrais pas. J'ai pressé ma paume contre le bord du bureau, froid, solide, à moi. J'ai inspiré lentement. Puis j'ai agi. J'ai récupéré le document et j'ai ouvert le scanner. Mon imprimante s'est animée, vrombissant comme un petit moteur de guerre. Chaque page glissait comme une arme, des preuves, pas des émotions. Des dépliants avec son visage revendiquant un travail caritatif qu'elle n'avait jamais fait. Ces annonces immobilières qui utilisaient ma maison comme modèle. Des publications sur les réseaux sociaux qui me peignaient comme la sœur généreuse, celle qui ne disait jamais non. J'ai tout scanné, j'ai téléchargé des sauvegardes sur 3 disques séparés et j'ai envoyé des copies sur le cloud. Mon pouls ralentissait à chaque action. C'était méthodique, concentré, pas de la rage, mais de la stratégie. Puis j'ai ouvert un nouvel email pour Edouard, mon avocat. Objet, activé. Chronology confirmé. Proofs joints. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai revisionné les images. La façon dont maman souriait en disant « fais-la culpabiliser », la façon dont Velora entortillait ses cheveux comme si la scène avait été écrite pour elle. Puis j'ai entendu la voix de maman à nouveau, douce, presque aimante, « La famille gère les choses discrètement, Velora. C'est ça la différence entre la dignité et le mélodrame. » J'ai fixé l'écran. Non, ai-je pensé. C'est la différence entre la vérité et le silence. J'ai cliqué sur « envoyer ». La pièce m'a semblé plus fraîche. La maison a craqué en se stabilisant, de vieux os s'étirant après trop de mensonges. J'ai éteint les moniteurs et verrouillé les portes une par une, un rituel dont je ne m'occupais jamais auparavant. Mais ce soir, tout avait changé. Dans le couloir, la lumière de la lune s'infiltrait à travers les stores en tranches étroites. J'ai regardé la lumière ramper sur le sol, puis je me suis tournée vers ma chambre. Quelque chose n'allait pas. L'air était trop immobile, comme si quelqu'un était resté là trop longtemps, comme un parfum qui s'éternise. Puis je l'ai senti, la lavande. Je l'ai su avant même de voir le mot. Il était posé sur mon lit, plié, net, les coins parfaits, comme si elle avait pris son temps. J'ai fixé. Je ne l'ai pas touché,
pas tout de suite. J'ai juste regardé. Puis je l'ai ramassé. Son écriture s'étalait sur la page en boucles arrogantes. Merci pour l'espace, sœurette. Bientôt ce sera officiel de toute façon. Je t'aime. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Le papier tremblait dans ma main, les bords ramollissants sous la sueur de mes paumes. Elle était venue dans ma chambre. Elle avait touché mon lit, laissé un mot comme si c'était un jeu, comme si elle gagnait. Et elle croyait encore que je ne répliquerais pas. Mais cette fois, l'encre n'était pas tachée de honte, elle brûlait. Parce que cette fois, je n'avais pas peur d'être traitée de dramatique. Je n'avais pas peur d'être le problème. Cette fois, le problème, c'était moi. Et elle ne le savait pas encore, mais elle l'apprendrait bientôt. J'ai laissé le mot sur la commode, intact. Une seconde chance de le lire s'est dissipée comme la brume à l'aube, présente, puis disparue. Toute la sympathie ou la douceur que j'aurais pu trouver dans ces mots avait expiré depuis longtemps. Je n'avais plus besoin de la comprendre. J'avais besoin qu'elle me comprenne. Le matin n'était encore qu'une rumeur. Dehors, le ciel était d'un gris meurtri, hésitant encore à devenir jour ou à se retirer dans les ténèbres. Je suis descendu pieds nus, les carreaux froids étant une petite punition bienvenue. Les lumières de la cuisine, tamisées depuis la veille, projetaient de longues ombres inquiétantes sur les comptoirs en marbre. J'avais l'impression d'être dans une autre maison, une maison dépouillée de chaleur et de sécurité. Elle ne contenait plus le silence de la paix, elle portait la tension d'une embuscade. Je n'ai pas fait de café, je n'ai pas mis de musique. Je me suis assise à l'îlot central, les coudes appuyés sur la pierre comme un soldat attendant dans une tranchée. Mon esprit allait plus vite que mon souffle. J'ai répété chaque mot que je pourrais dire, chaque regard que je donnerais, chaque ligne que je ne la laisserais plus franchir. Puis vint le coup frappé, 3 coups secs. Pas de sonnette, pas d'annonce, pas de demande. Je savais déjà. J'ai ouvert la porte, et elle était là, Karen, ma mère, portant son armure habituelle. Un gilet trop parfait pour le temps, un rouge à lèvres trop doux pour l'heure, et un sourire qui portait 1000 menaces tacites. Dans ses mains, un gâteau soigneusement enveloppé dans un linge en lin. Elle le berçait comme un symbole de paix. Mais je savais à quoi m'en tenir. Les offrandes de paix arrivent rarement désarmées. « Bonjour, ma chérie », dit-elle, ce mot doux craquant sous le poids de tout ce qui n'était pas dit. J'ai pensé que nous pourrions prendre un café, discuter. Tu as toujours été la plus silencieuse. J'ai pensé que tu saurais peut-être mieux écouter que parler. Sans attendre, elle est entrée comme si elle possédait encore l'air dans mes poumons. Elle s'est dirigée vers la cuisine comme si elle reprenait son territoire, a posé le gâteau comme pour un rituel, et a lissé le tissu qui le recouvrait avec un soin inutile. Un instant passa, puis un autre. Aucune de nous ne bougeait au-delà de cette tension de surface, mais elle était déjà en train de jouer son rôle. « Tu as été distante », commença-t-elle en se tournant vers moi. « Et je comprends. Tu es sensible. Tu l'as toujours été. Mais nous sommes une famille, de Lara. Nous finissons toujours par nous arranger. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas joué son jeu. À la place, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'épaisse enveloppe. Le contrat à l'intérieur, signé et scellé par Velora. Je l'ai laissé reposer dans ma main, lourd, indéniable. Je ne lui ai pas encore tendu. Je l'ai laissé exister dans l'espace entre nous comme une arme chargée sur la table. Les yeux de Karen ont fuité vers l'enveloppe, mais son sourire a tenu, de justesse. Elle n'a jamais rien eu qui dure, dit-elle, comme si l'histoire était déjà écrite. Chaque homme qu'elle a aimé l'a quitté. Chaque travail, chaque appartement, toujours un désastre. Toi, par contre, tu t'épanouis dans le feu. Tu retombes toujours sur tes pieds. Tu as construit cette maison. Tu as mérité ton nom. Tu es forte. Elle marqua une pause. Elle ne l'est pas. C'était ça, le plaidoyer enveloppé de manipulation, déguisé en préoccupation maternelle. Elle est manipulatrice, ai-je dit calmement. Et elle n'en est pas à son coup d'essai. Karen a cligné des yeux lentement. Puis est venu le rire, dédaigneux, léger, le genre de rire destiné à réduire ma conviction à quelque chose d'enfantin. Oh, allons donc. C'est ta sœur. J'ai posé l'enveloppe et je l'ai retournée pour qu'elle puisse voir les signatures, les dates, les termes. Une nuit. 100 personnes maximum. Aucun changement structurel, aucune image de marque, aucune couverture médiatique. Tu étais là quand elle l'a signé. Juste là, près de la cuisinière. Tu as même versé le vin. Le regard de Karen n'a jamais baissé vers le papier. Il est resté fixé sur moi, étudiant, calculant. Tu ne penses tout de même pas sérieusement à porter ça devant les tribunaux, dit-elle. Sa voix avait changé, plus basse,
délibéré. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne traîne pas sa famille dans l'enfer judiciaire. C'est honteux, de Lara. Ce n'est pas ce que nous sommes. Alors arrête de me traiter comme si je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a tressailli, à peine, mais je l'ai vue. Je me suis levée et j'ai tapoté l'écran fixé près du garde-manger. Le système de sécurité de la maison s'est allumé. J'ai affiché les images de la cuisine de cette nuit-là. Nous avons regardé le moment où Velora riait en signant le contrat, nous l'avons regardé lever son verre, nous avons regardé Karen frapper dans ses mains et dire « ça va être parfait ». Tout simplement parfait. Puis j'ai cliqué sur « enregistrer ». La séquence a été isolée et sauvegardée. « Tu n'es tout de même pas en train d'enregistrer ça », dit-elle. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. « Tu vas la ruiner », siffla-t-elle. Et pourquoi? Pour de l'orgueil? Pour quelques clauses dans un contrat? Non, ai-je répondu d'une voix égale. Pour les limites. Et pour la première fois dans cette famille, pour la vérité. J'ai transféré le clip à Édouard avec un message. Elle a tenté d'outrepasser un accord signé sous la pression. À conserver pour référence juridique. Le visage de Karen s'est durci. Elle a croisé les bras, ses yeux se sont réduits à des fentes d'acier. Tu choisis du papier plutôt que le sang. Je choisis la paix plutôt que les faux-semblants. L'espace entre nous est resté silencieux pendant de longues secondes. Pas un souffle, pas un sillement, juste de la compréhension, nette et finale. Elle s'est détournée sans un mot de plus et est sortie, sans même un regard par-dessus son épaule. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Le gâteau est resté sur le comptoir, toujours enveloppé, intact. Je ne l'ai pas déballé. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai laissé là, intact, comme une vieille vie enfin mise à nu. Parce que certains cadeaux ont des fils à la patte, et je ne tirais plus sur aucun fil qui risquait de s'enrouler autour de ma gorge. Je suis restée là pendant un long moment, regardant la lumière du jour forcir à travers la vitre. Elle réchauffait les placards, peignait une lumière douce sur le sol, mais je ne la sentais pas. Je n'étais plus la fille qui pliait pour maintenir la paix. Je n'étais plus la sœur qui absorbait le blâme pour que quelqu'un d'autre reste la favorite. Je n'étais plus la femme qui confondait le silence avec la sécurité. S'il continuait à pousser, je cesserais d'être poli. Et maintenant, j'en avais fini avec la politesse. Le bruit m'a réveillée avant le réveil. Ce n'était pas le gazouillis d'un oiseau ou le ronronnement du trafic matinal. C'était un grondement sourd, mécanique, délibéré, le genre de bruit qui vous alourdit les os des pieds avant même que votre cerveau ne comprenne. Je me suis redressée lentement, désorientée, puis je me suis glissée hors du lit pieds nus. L'air était froid avec cette immobilité particulière que l'on ne trouve qu'à l'aube, le monde en sourdine. Je n'ai pas cherché la lumière, je n'en avais pas besoin. Le son m'attirait déjà vers la fenêtre comme un aimant. Depuis le couloir de l'étage, je l'ai vu, un camion de déménagement de 8 mètres qui s'engageait dans mon allée comme s'il avait les clés, avançant comme s'il était chez lui. Audacieux, arrogant, definitive. Et puis elle est descendue, jean blanc, chemisier blanc, talons hauts s'enfonçant légèrement dans le gravier. Des lunettes de soleil surdimensionnées, même si le soleil n'était pas encore levé. Les cheveux parfaitement lisses, la peau rayonnante de ce genre d'assurance obstinée et coûteuse. Elle tenait un porte-bloc dans une main comme un général et son téléphone dans l'autre comme une arme, Velora. Derrière elle, des hommes en uniforme ont sauté du camion avec une précision militaire. Ce n'était pas la famille. Ce n'était pas des amis. C'étaient des bras loués transportant des cartons que je n'avais jamais vus, empilés, étiquetés, emballés comme s'ils étaient prêts depuis des mois. Des protections pour meubles, de grandes caisses, un matelas scellé sous plastique. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas appelé. Elle n'a même pas jeté un regard aux fenêtres. Elle a marché vers la porte d'entrée, comme si elle l'avait fait 100 fois dans sa tête. Et moi? Je ne me suis pas précipitée pour la rejoindre. Je suis restée immobile, regardant du haut des escaliers comme un enfant épiant des monstres, mais trop fatiguée pour avoir encore peur. Elle a sonné, 3 carillons brefs, puis a essayé la poignée. Verrouillée, bien sûr. Pourtant, elle s'est retournée et a fait un signe joyeux à son armée de déménageurs. « Donnez-moi 1 minute », a-t-elle crié. Elle est probablement juste à l'arrière. Aucune honte, aucune hésitation, aucun arrêt pour se demander si elle en avait le droit. Ma main a trouvé la rampe et j'ai commencé à descendre les escaliers, chaque pas délibéré, chacun étant une déclaration silencieuse. Pas aujourd'hui. L'odeur du gâteau à la vanille flottait encore dans l'air, un fantôme de la fête qui était devenu un champ de bataille. Elle se mélangeait à la trace ténue de son parfum qui s'infiltrait par les interstices de la porte, un charme sucré, envahissant, fabriqué. J'ai ouvert la porte lentement.
Elle a souri comme si c'était des retrouvailles. Bonjour. Gazouilla-t-elle, comme si nous étions dans une sitcom. J'ai apporté mes affaires. Je me suis dit, pas besoin d'attendre maintenant que toute la famille sait que j'emménage. Je n'ai pas souri, je n'ai pas scié, je n'ai même pas respiré dans sa direction. Je me suis simplement écartée. Elle est passée devant moi comme si le sol lui appartenait. Ses talons claquaient sur le carrelage avec un rythme trop fier pour être accidentel. Les déménageurs ont suivi son signal, transportant des cartons étiquetés au marqueur noir épais, chambre V, fourniture de bureau, verrerie, fragile, personnel, ne pas faire tomber. L'un d'eux portait même un petit tabouret en velours, un autre, une valise de la couleur du sang. Et puis une voix s'éleva dans le couloir, calme, froide, finale. En fait, mademoiselle Montereau, vous êtes en état de violation de propriété. Velora s'est figée. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Édouard est sorti de la chambre d'amis, impeccable dans un costume bleu marine, un dossier épais à la main. Sa cravate n'était pas seulement droite. On aurait dit qu'elle n'avait jamais connu autre chose qu'une symétrie parfaite. Son expression était illisible, professionnelle, de marbre. Velora a cligné des yeux, sa bouche s'étirant en un sourire confus et impatient. « De quoi parlez-vous » Édouard lui tendit le dossier. Mise en demeure. Cette maison est la propriété légale exclusive de mademoiselle de Laranor. Vous avez bénéficié d'un accès pour une réunion privée uniquement. Tout ce qui va au-delà constitue une rupture de contrat, une entrée illégale et une tentative d'appropriation frauduleuse. Elle ne prit pas le dossier. Elle le fixa simplement, comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Vous n'êtes pas sérieux. Je le suis, répondit calmement Édouard. Et le tribunal le sera aussi, si nous devons en arriver là. Son assurance s'est un peu fissurée. Vous me poursuivez ? Non, dis-je d'une voix égale. Je protège ce qui m'appartient. Ses yeux se sont rétrécis et le masque a commencé à tomber. Mais maman a dit. J'ai levé une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Maman n'est pas propriétaire de cette maison. Vous non plus. Les déménageurs s'étaient arrêtés au milieu du couloir, attendant manifestement un signal. L'un d'eux a chuchoté quelque chose, un autre a hoché la tête. Ils ont commencé à ramener les cartons vers le camion. Velora a pivoté, la fureur explosant sur son visage. Non. Personne ne bouge. Continúes de charger. Édouard ne tressaillit pas. Il sortit son téléphone, tapota quelques fois, puis leva les yeux. L'email est parti il y a 10 minutes. Objet, cette villa n'a qu'un seul propriétaire. Elle a eu le souffle coupé. Edward continua, imperturbable. Les invités de votre fête ont reçu des captures d'écran du contrat de l'événement que vous avez signé, une copie de l'acte de propriété, et un court clip vidéo de vous disant au personnel, et je cite, « Elle sera à moi de toute façon ». Ses joues sont devenues rouges, pas de gêne, mais de rage. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Tu l'as fait toi-même, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle est tombée comme le coup d'un maillet. Et puis, comme invoqué par le drame lui-même, un autre moteur s'est arrêté dans l'allée, Karen. Elle est descendue de la voiture lentement, prudemment, comme si elle savait déjà que quelque chose avait mal tourné. Elle a marché vers la maison, les talons étouffés sur le gravier, serrant son sac plus fort que d'habitude. Quand la porte d'entrée s'est rouverte, la température dans la pièce a changé. Velora s'est tournée vers elle comme un enfant cherchant désespérément du renfort. Dis quelque chose, maman. Dis-lui qu'elle est cruelle. Karen se tenait juste sur le seuil. Ses yeux sont passés de moi à Édouard, puis à Velora, et enfin au carton à moitié retourné encore dans le couloir. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle ne l'a pas défendu. Elle ne m'a pas blâmé. Elle n'a rien fait pour arrêter le processus. Elle est juste restée là. À cet instant, le silence entre la mère et la fille était plus bruyant que n'importe quel gifle, n'importe quel cri, n'importe quel orage. La bouche de Velora s'est ouverte à nouveau, mais quel que soit l'argument qu'elle construisait, il s'est brisé dans sa gorge et s'est éteint. Pour la première fois, peut-être de toute sa vie, elle parut petite. Pas humble, pas désolée, juste prise au piège. Je vais appeler le reste de l'équipe, dit Édouard, retournant dans le couloir. Les déménageurs ont repris le chargement de ses affaires sans un mot. Velora s'est tournée vers moi une dernière fois, les yeux pleins de trahison, comme si je lui avais arraché quelque chose des mains. Mais je ne lui avais rien pris. J'avais simplement refusé de me rendre. Elle est sortie en trombe, ses talons claquant d'indignation. La porte a claqué. Le silence a persisté. Karen est restée immobile un peu plus longtemps. Puis enfin, doucement,
Elle a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Si, dis-je. Elle hocha la tête, plus pour elle-même que pour moi. Puis elle se dirigea vers la fenêtre, regardant sa plus jeune fille être escortée hors de la propriété par sa propre illusion. Je suis montée à l'étage sans un mot de plus. Quand j'ai atteint le palier, je me suis retournée une dernière fois pour regarder le hall vide. Cette maison était la mienne, et maintenant tout le monde le savait enfin. La semaine suivante s'est déroulée en fragments. Dépôt de documents au tribunal, échange de mets, nuit blanche à écouter le ronronnement du réfrigérateur. Édouard appelait chaque matin pour donner des nouvelles, d'une voix calme, détachée, efficace. L'audience est fixée à mardi, dit-il. Apportez tout ce dont nous avons discuté. Mardi arriva. Le palais de justice sentait le papier et le désinfectant, cette odeur stérile qui essaie trop fort de masquer le jugement. J'étais assise dans le couloir devant la salle d'audience numéro 3, un dossier de preuves posé sur les genoux. Velora faisait les 100 pas comme une artiste en cage, ses talons claquant contre le carrelage, le téléphone pressé contre l'oreille. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine et un rouge à lèvres d'une teinte qui criait le contrôle. Elle ressemblait à une femme sortant d'un magazine intitulé Les femmes qui gagnent. Mais on ne répare pas une fraude avec de la mode. Elle m'a jeté un regard, les yeux pleins d'un venin déguisé en pitié. « Tu veux vraiment faire ça en public ?» a-t-elle demandé, assez fort pour être entendue. « Ce n'est pas moi qui ai rendu ça public, » dis-je. « C'est toi qui l'as fait en invitant la moitié de Scottsdale chez moi. » Sa mâchoire s'est contractée. Elle s'est détournée. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air semblait plus lourd. Le genre d'air qui pousse les gens à chuchoter même quand personne ne parle. La juge était assise bien droite, ses lunettes posées bas sur le nez. Édouard se tenait à mes côtés, feuilletant les pages comme un chef d'orchestre. Il commença calmement. Votre honneur, les preuves parlent d'elles-mêmes. Et c'était vrai. Il a diffusé les images de mes caméras de sécurité, Velora dans ma cuisine, riant avec maman, une coupe de champagne à la main. Le sourcil de la juge s'est légèrement levé. Puis le contrat falsifié est apparu sur l'écran du projecteur. Ma signature à côté de la sienne, l'inclinaison mauvaise, la pression du stylo inadaptée. Édouard parla d'une voix égale. Nous avons confirmé par une analyse graphologique que la signature appartenant à Mademoiselle Nord a été falsifiée. De plus, ma cliente a reçu une communication de Mademoiselle Montreux revendiquant la propriété partagée de ce bien. Ce à quoi elle n'a jamais consenti. Cela constitue une tentative de transfert frauduleux. Velora a essayé d'interrompre, mais sa voix s'est brisée. C'est ridicule. C'était un malentendu. La juge ne leva même pas les yeux. Asseyez-vous, Mademoiselle Montreux. Elle s'est effondrée sur son siège. Édouard est passé à la diapositive suivante. Des captures d'écran de ses publications publiques, le dépliant de l'événement, l'email groupé déclarant le domaine privé de Velora Montreux. La juge expira lentement par le nez. Ce tribunal estime que les preuves d'intention de fausse déclaration de propriété sont accablantes, dit-elle. Je tranche en faveur de la plaignante. La fraude est confirmée. Des sanctions civiles s'appliqueront. Mademoiselle Montreux, vos actions ont des conséquences juridiques et financières. Le visage de Velora se vida de toute expression. Pour une fois, elle n'avait pas de texte à lire. Le maillet frappa le bois, net et final. Quand ce fut terminé, je me tenais dans la cour, le dossier toujours à la main. Le soleil de l'Arizona pesait comme le jugement lui-même. Édouard m'a serré la main, de manière professionnelle et brève. « Vous avez bien travaillé », dit-il, puis il est parti. Velora s'est attardée près des marches, fixant son téléphone, appelant probablement maman. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Pas plus jeune, juste diminuée. Je suis passée devant elle sans dire un mot. Dehors, la chaleur miroitait au-dessus du parking. La voiture de Karen était garée sous un palmier dépérissant. Elle était assise au volant, me regardant. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait ouvrir la portière. Elle ne l'a pas fait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Sa voix tremblait mais ne s'est pas brisée. « Tu as humilié ta sœur », dit-elle. « La famille a honte de toi. » Je me suis assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. « Non », dis-je doucement. « Tu as honte que je ne me sois pas laissée effacer en silence. » Il y eut un silence, puis le son ténu de sa respiration, puis rien. La ligne a coupé. Le lendemain matin, les messages ont commencé à arriver. Des cousins, des tantes, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Pourquoi tu ne nous as pas dit ce qu'elle préparait? On a toujours pensé qu'elle aimait le drame, mais à ce point-là? Ta mère dit que c'est toi qui as tout falsifié.
Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une victoire, c'était un deuil à l'envers. Au lieu de pleurer ce que j'avais perdu, je pleurais ce que j'avais toléré. Les jours passèrent. L'histoire s'est répandue. L'agence de relations publiques pour laquelle Velora travaillait en freelance a publié un communiqué. Nous avons suspendu notre collaboration en attendant un examen interne. Ses clients l'ont lâché. Sa note de crédit s'est effondrée. Et pourtant, elle ne m'a pas appelé. Une semaine plus tard, je l'ai revue. C'était un samedi matin. Le camion de maintenance de l'association des propriétaires s'est arrêté devant la villa, débarquant l'équipe de nettoyage pour le grand service hebdomadaire. J'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre et je me suis figée. Velora est descendue du camion, pas habillée de blanc cette fois, mais portant une chemise d'uniforme grise et des gants en latex. Elle n'a pas levé les yeux. Elle ne m'a pas vue. Elle s'est agenouillée sur les dalles de la terrasse, frottant avec une brosse, sa queue de cheval se balançant à chaque mouvement. Les mêmes dalles dont elle s'était vantée d'avoir fait le choix pour son domaine de rêve. Je l'ai regardée en silence, le café refroidissant dans mes mains. Pas de colère, pas de satisfaction. Juste la lente prise de conscience que certaines leçons s'écrivent d'elles-mêmes. Et elle était enfin en train de lire la sienne. Elle appelait autrefois cet endroit son domaine de rêve. C'était maintenant juste une étape de plus sur sa tournée de nettoyage. Je me suis détournée de la fenêtre lentement, laissant le rideau retomber derrière moi comme la dernière ligne d'un chapitre que l'on n'a pas besoin de relire. Dehors, le ciel était de ce gris doux qui ne promet rien. Pas de pluie, pas de chaleur. Juste le miroir de l'immobilité qui s'était installé à l'intérieur de la maison. Je ne l'ai pas regardé finir de frotter le carrelage de la cuisine. Je n'en avais pas besoin. Il y a des moments où l'on apprend à ne pas regarder trop longtemps. Non pas parce que c'est douloureux, mais parce qu'il confirme ce que l'on savait déjà au fond de soi et que l'on faisait semblant d'ignorer. C'était l'un de ces moments, ses genoux sur le sol, ses mains frottant comme pour une pénitence. Comme si, peut-être, en rendant l'endroit impeccable, elle finirait par disparaître dans les joints et n'aurait plus à répondre de rien. Mais je ne frottais plus rien pour effacer. Je regardais ce qui restait. La maison était redevenue calme. Pas silencieuse comme autrefois, quand le silence était le bruit d'une marche sur des œufs et d'une tension derrière chaque poignée de porte. Non, c'était différent. C'était le genre de calme qui ne demande pas à être rempli. Le genre qui n'implore pas de la musique pour se distraire ou une télévision pour noyer la culpabilité nichée dans les murs. J'ai erré dans le couloir pieds nus, sans même me rendre compte que je traçais le bord du mur du bout des doigts. La peinture semblait chaude. Pas physiquement, non, mais comme si elle avait cessé de retenir son souffle. Comme si les murs expiraient enfin quelque chose qu'ils avaient été forcés de garder pendant des années. Des rancœurs, des ressentiments, des mensonges trop polis pour être appelés par leur nom. Elle pensait que je ne remarquais pas ces mensonges, mais si, chaque manipulation enrobée de sucre, chaque petit vol déguisé en innocence, chaque « oh, ça ne t'ennuie pas, n'est-ce pas ?» suivi par le bruit de quelque chose qui manque. J'avais tout remarqué. Pas seulement les choses qu'elle prenait, mais la façon dont elle me donnait l'impression que la laisser faire était la seule façon de maintenir la paix. Et j'ai gardé cette paix comme un soldat, la tête basse, les lèvres scellées, attendant une meilleure guerre à mener. Je n'étais tout simplement pas prête à arracher ces mensonges par la racine. Pas avant maintenant. En milieu de matinée, on a frappé à la porte. Pas de manière frénétique, ni arrogante. Juste 2 coups lents et délibérés sur le bois, comme quelqu'un qui sonne une cloche pour la dernière fois. J'ai ouvert la porte, et Adalia était là. Elle portait un gilet gris qui pendait lâchement sur ses épaules, le genre de vêtement qui se souvenait de chaque couloir où il avait été traîné. Dans sa main se trouvait un sac en toile qui avait connu des jours meilleurs. Mais ses yeux, ils étaient plus clairs que dans mes souvenirs. Pas doux, pas durs, juste finis. Comme s'ils avaient cessé de prétendre qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient toujours vu. Elle ne m'a pas embrassée. Nous avions dépassé la phase superficielle de notre relation. Elle a simplement hoché la tête et a fouillé dans son sac, en sortant un morceau de papier plié, jauni par le temps et dont les bords s'étaient enroulés à cause de la façon dont la vérité résiste à rester cachée trop longtemps. Ta grand-mère a écrit ceci, dit-elle d'une voix ferme. Avant de mourir, elle m'a demandé de le garder en sécurité. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à la façon dont les autres présenteraient les choses. Mes doigts tremblaient en le prenant. Une partie de moi n'arrivait pas à croire que c'était réel, pas seulement le papier, mais le moment lui-même. Le fait que quelque chose dont j'avais rêvé, quelque chose que j'avais silencieusement désiré, puisse réellement arriver un mardi matin sans prévenir. J'ai déplié le papier. C'était bien là. Son écriture, cette même graphie bouclée que je connaissais par les cartes d'anniversaire et les recettes de cookies aux pépites de chocolat. Cela semblait presque trop familier, trop doux pour contenir le genre de vérité que j'espérais. Mais c'était bien le cas. À ma petite fille, de Lara, cette maison t'appartient. Elle l'a toujours été.
Peu importe ce que les autres disent, ne laisse personne te prendre ce que tu as construit. Il y avait plus. Des termes juridiques écrits d'une écriture grattée et tremblante, une signature, et le nom d'un témoin que je reconnaissais, un voisin qui était mort l'année d'après. La date remontait à avant que Velora n'ait 10 ans, avant qu'elle puisse comploter, avant qu'elle comprenne ce qu'est un héritage, avant que les mots « tuteur légal » ne deviennent un enjeu de pouvoir. J'ai pressé le papier contre ma poitrine, pas pour pleurer, mais parce que cela me semblait être une armure, comme si quelque chose de vieux et de sacré se tenait enfin à mes côtés, murmurant « Tu n'as jamais été folle de t'être battue pour ça ». Adalia posa doucement une main sur mon épaule. Ce n'était pas lourd, juste assez pour me stabiliser. Elle savait qui tu étais, dit-elle. Elle ne pouvait simplement pas parler plus fort que le bruit que faisaient les autres. Nous sommes restés là en silence. Le genre de silence qui ne fait pas mal, le genre qui ressemble au dernier souffle d'un orage qui vient de passer. Ce soir-là, le téléphone a sonné à nouveau. J'ai vu le nom et j'ai répondu. Elle est humiliée, dit Karen, sa voix fine, cassante, comme quelque chose de fragile prétendant ne pas être déjà brisé. Elle travaille pour le salaire minimum, elle nettoie des maisons. Est-ce que c'est ce que tu voulais, de Lara? La voir tomber si bas? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les mots flotter dans l'air, déballés. J'ai tourné les yeux vers la maison autour de moi, la mienne. Pas achetée avec de l'argent, mais achetée avec de la détermination, avec la vérité, en disant non, quand tout le monde s'attendait à ce que je reste petite et silencieuse. Non, dis-je calmement. Je voulais ne pas avoir à défendre ce qui était déjà à moi. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Il y eut une pause, une hésitation qui ressemblait presque à du regret. Peux-tu lui pardonner? J'ai fermé les yeux un instant, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je la connaissais. Ce n'est pas à moi de le faire. Et j'ai raccroché. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise à la table de la salle à manger. Le testament était posé à côté de moi, aplati sous un presse-papier en verre en forme de pomme de pin, un objet dont ma grand-mère disait qu'il lui rappelait la résilience. Comment quelque chose de si rugueux pouvait encore contenir des graines? Des graines qui attendent patiemment de pousser dans le feu. L'air dans la villa était calme. Pas le genre de calme qui précède le chaos, mais celui qui vient après. Les murs ne renvoyaient plus les échos de choses qui n'avaient rien à faire ici. La cuisine ne portait plus de murmures qui n'étaient pas les miens. La porte d'entrée n'avait plus l'air de pouvoir me trahir. Je n'ai pas vérifié les verrous 2 fois cette nuit-là. La lumière de la suspension se répandait sur la table en une lueur ambrée et douce, accrochant les bords du papier, et l'air semblait pur. Pas à cause de l'eau de Javel, ni des bougies, mais parce que les personnes qui avaient essayé de le souiller étaient parties. Certaines maisons se nettoient toutes seules. Pas avec du savon, ni en frottant, mais en laissant partir ce qui n'aurait jamais dû se trouver à l'intérieur en premier lieu. Le soleil matinal a touché le carrelage de la cuisine comme un murmure, doux, sans hâte. Je me suis appuyée contre l'îlot, laissant l'immobilité s'installer dans les os de la maison et dans les miens. La villa n'avait plus l'air d'une scène de crime. Elle n'avait pas non plus l'air d'un champ de bataille. Elle semblait simplement intacte. Un mois s'était écoulé depuis le tribunal, depuis le seau de lavage, depuis le silence qui avait fini par en dire plus que n'importe quelle défense. Un mois depuis que j'avais réalisé que la paix n'entre pas toujours dans votre vie comme une célébration. Parfois, elle arrive comme un soupir. Une dernière expiration après que vous avez retenu votre souffle pendant des années. Pas d'appel, pas de lettres, pas de messages urgents demandant des secondes chances au nom des liens du sang. La sonnette n'avait pas retenti. Personne n'avait crié depuis l'allée. Le bruit s'était éteint au moment où j'avais cessé de lui ouvrir la porte. Le silence ne s'est pas contenté d'arriver, je l'ai choisi. Et en le choisissant, j'ai réalisé tout le pouvoir qu'il y a dans l'absence. J'avais loué l'aile ouest à un couple de retraités, calmes, polis, des jardiniers discrets qui taillaient les haies au rythme du chant des oiseaux. Ils ne posaient pas de questions. Ils n'organisaient pas d'événements. Je n'avais pas besoin d'expliquer les fissures dans l'allée ou la tension qui habitait encore les coins de certaines pièces. Ils traitaient l'espace avec respect, et c'était tout ce que j'avais jamais voulu. J'ai gardé la suite parentale originale pour moi. Je n'avais pas besoin de plus d'espace, juste de la partie que j'avais construite, méritée, pour laquelle je m'étais battue. Une partie qui avait autrefois été remise en question, presque volée, enterrée sous des documents falsifiés et des sourires tordus. Mais plus maintenant. Maintenant, j'y circule librement, pieds nus, le bois frais et indulgent sous mes pieds. Cet espace était le mien, sans contestation possible. La guérison n'est pas bruyante. Elle ne s'accompagne pas d'applaudissements ou de reconnaissance. La guérison, je l'ai appris, est plus silencieuse que cela. Elle réside dans le choix de rester immobile, de laisser la journée commencer sans se précipiter pour prouver que l'on va bien.
Elle consiste à savoir ce qui vaut la peine d'être gardé et à laisser partir le reste. Le placard du couloir contenait encore quelques cartons oubliés. Je n'avais pas osé les ouvrir depuis des années, mais aujourd'hui, le calme m'en a donné la permission. Je l'ai ouvert lentement. La poussière s'accrochait au carton comme un souvenir réticent à s'effacer. J'ai sorti celui qui portait l'étiquette plan, originaux. Collée à l'intérieur du rabat se trouvait une photographie que je n'avais pas vue depuis une décennie. Moi, debout devant la villa le jour où la construction s'est terminée. Les cheveux en bataille à cause de la chaleur. Un plan roulé dans une main. La sueur tachant le col d'une chemise que je ne possédais plus. J'avais l'air épuisé, à vif, authentique. Il n'y avait pas de filtre sur cette image, pas de sourire mis en scène. Juste une femme qui avait construit quelque chose et qui se tenait devant son œuvre. Je l'ai encadrée cet après-midi-là et je l'ai suspendue là où brillait autrefois l'enseigne au néon rose. L'enseigne avait été un symbole de possession, d'affirmation, une demande d'attention qui n'avait jamais semblé méritée. Je l'ai décrochée, non pas par rage, mais par soulagement. Ce n'était plus à moi de porter cela. Cette photographie, par contre, c'était une version de moi qui n'avait pas besoin de crier pour être vue. Dans le coin de la pièce, j'ai placé le vase de ma grand-mère. Je l'avais trouvé derrière l'étagère de service, enveloppé dans une serviette qui sentait légèrement la lavande, fêlé, mais entier. Je l'ai tourné pour que le côté endommagé soit face à l'extérieur, non pas pour le cacher, mais pour honorer ce qui l'avait maintenu debout. Les lignes de colle miroitaient faiblement dans la lumière du matin, imparfaites, honnêtes, belles. Certaines fissures ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve de la survie. 3 jours plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de l'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture cursive tremblante. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir d'où elle venait, mais je l'ai fait, lentement, prudemment, comme quelqu'un qui démonte un piège. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire. Pas la mienne, la sienne. Celle de Velora. Il n'y avait pas de demande de réponse, pas de plaidoyer, pas d'excuse, juste une phrase flottant au centre de la carte comme si elle n'avait besoin de rien d'autre. Peut-être que cette année, on pourrait repartir à zéro. Je l'ai lu une fois, puis encore. Puis je l'ai placé dans le tiroir avec le contrat falsifié, les documents juridiques et la trace des emails imprimés qui marquaient chaque manipulation, chaque menace enveloppée de sentiments. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas encadré non plus. Je ne cherchais pas une nouvelle performance. Je n'envisageais pas une rentrée par la porte dérobée de la culpabilité. J'avais besoin de paix, et la paix était silencieuse. Le lendemain matin, je me suis assise sur la terrasse arrière, une tasse de thé me chauffant les mains. Les agrumes se balançaient sous la brise. Le genre de brise qui se déplace comme si elle savait qu'elle avait toute la journée pour arriver là où elle allait. Lente, régulière, certaine. J'ai regardé les montagnes au-delà de la clôture. Pas pour y chercher des signes, ni des présages, ni des messages écrits dans les nuages, juste pour me rappeler que le monde était plus grand que mon histoire. Plus grand que la trahison, plus grand que le besoin de faire comprendre à quelqu'un d'autre ce qu'il avait brisé. Je n'attendais plus d'excuses. Je ne gardais plus de place pour une réconciliation. J'avais fait de la place pour moi-même et pour le calme qui s'en était suivi. Je n'avais pas besoin de pardon pour aller de l'avant. Je n'avais pas besoin de reconnaissance pour me réapproprier mon nom. Je n'étais plus brisée, j'étais changée, et cela suffisait. La paix ne signifiait pas l'oubli, elle signifiait se souvenir avec clarté. Elle consistait à regarder en arrière sans tressaillir. Elle consistait à rassembler les morceaux de ma vie, non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils méritaient d'être. Et cela signifiait que je pouvais enfin dire que j'avais ma place ici, non pas parce que quelqu'un m'y autorisait, non pas parce que je m'étais battue le plus fort, mais parce que je me souvenais, au plus profond de moi, que j'y avais toujours appartenu. Même quand ils ont essayé de m'effacer de l'histoire, même quand ils ont utilisé mon silence comme preuve que je n'avais rien à dire. Maintenant, le silence était mien. Pas leur absence, pas leur exil. Le mien. Et il était rempli de vérité. Parfois, la paix ne vient pas du pardon, elle vient du fait de se choisir enfin. Avez-vous déjà eu à défendre ce qui était déjà à vous juste pour être cru? Dites-le moi dans les commentaires, car je sais que je ne suis pas la seule. Et si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour en savoir plus. La prochaine vous semblera peut-être un peu trop familière.